Salut à tous, c'est Sylvain, on avait pour entrer en liste et vous l'avez peut-être remarqué au fil des vidéos, c'est que moi, les jeux avec des concepts ou des prémices particuliers, ça me branche pas mal. Tous les jeux qui vont avoir des mécaniques, des systèmes, des structures ou des univers qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment différents, et ben moi, ça m'intrigue énormément. Et je suis toujours très content de pouvoir voir popper un petit peu partout sur internet et en librairie tous ces jeux de rôle qui, justement, proposent des expériences différentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez content de pouvoir vous présenter le jeu d'aujourd'hui. Mais est-ce que avoir un concept original c'est suffisant pour faire un bon jeu de rôle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va aller arpenter les livres, on va aller parcourir les phrases et explorer les mots. Aujourd'hui on va parler de Babel. Avant cela, comme d'habitude, grand merci à vous tous qui nous suivez, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vachement plaisir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, vous abonner et faire tous les trucs de YouTube, ça nous aide énormément. Mais ceci étant fait, cela étant dit, commençons par le commencement. Babel donc, c'est un livre avec un prémisse assez particulier, puisque dans ce livre-là, vous allez incarner un biblionaute. Un biblionaute, c'est quelqu'un qui est capable d'entrer physiquement dans un monde du livre, et donc de parcourir les pages comme s'il y était. On va donc avoir un jeu généralement en deux parties, avec la première qui va se dérouler dans le monde réel. Les personnages joueurs vont investiguer, enquêter à propos de focus. Des focus, ce sont des objets clés même, qui leur permettront ensuite d'accéder au monde du livre. Et donc la deuxième partie, naturellement, va se dérouler dans le monde du livre. Alors bien sûr, ça ce n'est que le schéma classique, il peut y avoir des exceptions, c'est un jeu de rôle donc on peut faire ça un peu dans n'importe quel sens. Depuis tout à l'heure, je parle de monde de livre et pour être clair, monde de livre, c'est n'importe quel livre. Ça peut être des fables de La Fontaine, ça peut être des vieux contes, ça peut être des romans contemporains, ça peut être des romans de science-fiction, ça peut être n'importe quel livre, même des jeux de rôle d'ailleurs. Et c'est là où on a un concept qui est vraiment super intéressant, cette possibilité sans limite de terrain de jeu, tout simplement. Et ça, c'est le concept de Babel que je trouve est vraiment très original et a un gros potentiel. Au niveau de la DA, pas grand chose à dire, c'est assez léger, mais ça fait le taf sans vraiment être resplendissant. Édité par les 12 singes, le livre de base est à 39 €. Il y a même déjà plusieurs suppléments de disponibles. Quant à la présentation et le formatage, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors plongeons-nous dans Babel, et ici je vais parler de Babel, la dimension, puisque Babel c'est d'abord ça. Babel c'est une dimension parallèle qui abrite une énorme bibliothèque qui contient tous les livres qui ont jamais été écrits, ou plutôt une représentation magique de tous les livres qui ont jamais été écrits. Mais les PJ ne seront pas seuls dans Babel, puisque des archivistes, des créatures pas vraiment humaines, y habitent également. Ils se livrent d'ailleurs une petite guéguerre entre eux, mais sinon ils seront là pour aider les joueurs à s'orienter dans cet espace, en échange, généralement d'une faveur. Dans cet endroit mystique, on va aussi trouver les portes vers les mondes de livres, des accès par lesquels les joueurs vont pouvoir entrer dans un livre de leur choix. Mais bien sûr, on n'ouvre pas une porte comme ça serait bien trop facile. On va avoir besoin de focus, ce sont des objets en lien avec l'univers du livre ou de l'auteur même. Ces focus peuvent être un tas de choses, ça peut être une machine à écrire ayant appartenu à l'auteur, son porte-plume, une photo, ou même tout simplement l'air que l'auteur aimait fredonner lorsqu'il bossait sur son bouquin, donc quelque chose qui a un lien avec l'auteur, et plus le lien est fort, plus le focus a de la puissance. Parmi les types de focus, on a également un exemplaire du livre, mais pas n'importe lequel exemplaire, puisqu'il faut qu'il soit spécial, peut-être que c'est une version avec un tirage limité, ou alors ça a été signé par l'auteur. Dans ce cas-là, on appelle ça un princeps. Sinon encore plus puissant est l'unicum, ou l'unicum, je sais pas exactement comment prononcer ça. Mais bref, cet unicum c'est le princeps des princeps, c'est la version reliée directement avec celle qui existe dans Babel. Donc, avoir l'unicum, c'est avoir l'accès garanti vers le monde du livre. Par contre, s'il arrive quelque chose à l'unicum, cela est aussi reflété dans le monde du livre. Par exemple, si l'unicum brûle, le monde du livre va brûler également, donc à traiter avec grand soin. Tout ça va donner aux personnages joueurs l'accès au monde du livre, et plus important encore, ça va leur permettre de récupérer de l'autorité. Parce que quand les personnages joueurs accèdent au monde du livre, ils s'accaparent un peu de l'autorité de l'auteur. Cette autorité leur permettra ensuite de réécrire à la volée des passages du livre. Mais attention, puisque les habitants d'un livre, les figurants ne voient pas d'un très bon œil les intrus. Et donc trop utiliser d'autorité, ou même être trop voyant en tant que biblionaute, attirera les foudres des habitants qui tenteront de se débarrasser de ces intrus, un peu à la manière d'un système immunitaire. Et c'est là où l'autorité va entrer en jeu, puisque l'autorité c'est un pouvoir quasiment sans limite dans ses possibilités que les joueurs peuvent utiliser. Puisque l'autorité, je le rappelle, c'est une fraction du pouvoir de l'auteur. Et donc, avec ça, les personnages joueurs peuvent tout simplement tout faire. Arrêter le temps, se rendre invisible, invulnérable, changer la géographie, la timeline, remonter dans le temps, enfin bref. Il n'y a absolument aucune limite dans ce que les joueurs peuvent faire. Par contre,
Pour éviter les abus, évidemment, ce pouvoir-là est extrêmement limité dans son utilisation, ou plutôt dans le nombre d'utilisations, puisque l'autorité, à chaque fois qu'elle est utilisée, va descendre drastiquement. Et en plus, elle est partagée par tous les joueurs, ça veut dire que au bout de 1, 2 utilisations, l'autorité va déjà être bien réduite. Surtout que l'autorité est aussi nécessaire pour sortir du livre, et sans l'autorité, ou avec une autorité trop basse, les personnages joueurs peuvent se retrouver coincés dans le monde du livre. Ou encore pire, ils peuvent se transformer en figurants, c'est-à-dire cesser d'exister en tant qu'être humain pensant, conscient, en tant que biblionaute, pour devenir tout simplement une ligne dans le livre, dans le monde du livre. Ah tiens, un autre petit détail, c'est que si tu meurs dans le livre, eh bien tu meurs dans la vie réelle. Puisqu'effectivement, les biblionautes, quand ils s'aventurent dans un livre, eh bien ils s'y aventurent physiquement. Donc si jamais il leur arrive quelque chose dans le livre, il leur arrive quelque chose aussi dans la vraie vie. Alors sachez qu'ici je ne vais passer vraiment qu'en surface de ce que Babel a proposé, puisque c'est un projet qui est en somme assez complet. Il y a vraiment plein de lore, plein de mécaniques. On va voir les cercles par exemple, qui sont ces groupements de biblionautes. On va voir le lorem ipsum, on va voir ces guerres entre archivistes. Et il va y avoir vraiment plein de trucs à dire. Mais je ne vais pas avoir le temps d'aborder tout ça dans cette vidéo-là, donc je vais passer plutôt au système de résolution de base, et on va voir ce que ça donne. Alors, petit disclaimer, je n'ai pas pu faire de partie de Babel, ce qui est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé tester pas mal de trucs. Donc, tout ce que je vais dire ici va se baser vraiment juste sur la lecture, donc c'est le côté très théorique de la chose. Et malheureusement, on sait bien que quand on lit un jeu de rôle, il y a certains de ces aspects qui ne se révèlent que quand on joue, donc, mon avis, à prendre avec des pincettes, bien évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a également un petit livre Quick Start, il s'appelle Babel Initiative, et il est disponible à 10€ sur le site de 12 singes. Donc les 12 singes font ça assez souvent pour leurs œuvres, et donc si jamais Babel vous intéresse mais que vous n'êtes pas sûr, je vous encourage à aller tout simplement checker ce bouquin-là, ça peut vous donner un avis un peu plus concret. Tout d'abord, Babel c'est un jeu résolument narratif, il n'y a même pas de stats, ou en tout cas rien de numérique, car tout ou presque va passer par l'utilisation de traits. Un trait, c'est un composant principal d'un personnage, il va définir ce qu'il ou elle est, ses compétences, ses préférences, ses attaches, ses convictions, même des objets particuliers, bref, tout ce qui permet de caractériser un personnage. Par exemple, on va avoir grand, costaud, né à Paris, toujours prêt à la bagarre, etc., etc. Dans Babel, il y a 2 types de traits. D'abord, il y a ceux qui sont dits gravés dans le marbre. Ça va être des traits fondamentaux d'un personnage, des choses qui ne changeront jamais ou alors vraiment très peu. Le second type de trait est le trait feuille volante. Là, on va voir quelque chose de plus éphémère ou bien quelque chose en construction. Ça va être aussi, par exemple, des objets particuliers. Et ces traits-là vont être notés sur des post-it. Mais alors, à quoi ça sert tout ça? Comme dans la plupart des jeux de rôle, quand on se retrouve dans une situation tendue ou avec un enjeu important, c'est à ce moment qu'on va lancer des dés, même si il est recommandé de ne pas trop lancer de dés. Et vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Petit détail, mais ici on ne va pas résoudre juste une seule action, on va plutôt résoudre la scène dans son entièreté. Donc pour cette résolution-là, on va assembler un groupement de dés à 10 faces, avec un premier dé qui va être gratuit, qui correspond au dessin, et un autre pour chaque trait applicable à la situation, pour avoir un maximum de 4 dés dans ce groupement. Une fois les dés lancés, on compare le résultat avec la difficulté donnée par la meneuse, et pour chaque résultat au-dessus de la difficulté, c'est un succès. Il va être aussi possible de relancer des dés moyennement des ressources, ou alors dans des situations un peu plus spéciales. Et c'est là que va venir la phase d'interprétation. La meneuse et le joueur vont tour à tour sélectionner un dé et choisir un effet dans une des 2 listes d'effets fournies dans le livre, soit positif si le dé est un succès, et soit négatif si le dé est un échec. Par exemple, mettons que le joueur ait 3 dés dans son groupement de dés, et que, en laissant les dés, il va avoir 2 réussites ainsi qu'un échec. Comme il n'a pas relancé les dés, c'est lui qui va être le premier à sélectionner l'un des dés. Il choisit le dé réussi et sélectionne comme effet réussir ses intentions. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, dans la scène, il va réussir à accomplir ce qu'il veut accomplir. Ensuite, ça va être à la meneuse. Elle peut sélectionner l'un des dés, que ça soit négatif ou positif, et ajouter une conséquence. Pour l'exemple, disons qu'elle prend l'effet qui va être négatif. Elle va donc choisir dans la liste l'effet, les choses se compliquent pour un autre personnage joueur, et intégrer ça à la scène. Non, elle aurait très bien pu prendre le dé réussi et aussi ajouter une réussite, qui aurait laissé le joueur pour choisir l'effet qui reste pour le dé restant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les dés aient été interprétés et que la scène d'action a été construite par les joueurs et la meneuse. Donc, c'est un système que je trouve intéressant, certes, mais aussi peut-être un peu lent, et j'aimerais beaucoup pouvoir le tester en vrai, celui-là, parce que faut se dire que Babel, c'est un jeu qui est narratif, et donc avoir cette complexité-là, puisque là, il faut se dire que
On choisit les dés, on lance les dés, on interprète chacun des dés tour à tour, on sectionne parmi une liste. Et donc j'ai l'impression que ça pourrait pas mal ralentir le jeu. Donc à voir en pratique si vraiment ça ralentit. Après, comme tous les jeux, avec un petit peu d'habitude, tu peux connaître un petit peu par cœur, tu peux aussi habiller un petit peu tout ça, prendre des raccourcis. Mais je me demande si peut-être un système peut-être plus simple aurait été plus bénéfique à ce jeu-là. Donc à tester en pratique. Après, le livre conseille d'ailleurs de ne pas trop lancer le dé, de garder ça seulement pour les moments qui vont être les moments clés, les moments où tu as le plus besoin de gravitas, où là il y a une grosse tension. Et donc, ce côté-là devrait permettre d'atténuer un petit peu la lenteur du jeu. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est à voir pour voir comment installer son propre rythme à la session de jeu. D'ailleurs, je trouve globalement que dans ce jeu, il y a une certaine physicalité de la chose. C'est-à-dire que, par exemple, les traits de personnages, surtout les traits volants, devraient être notés sur des post-it pour pouvoir être froissés, roulés en boule, défroissés. Et c'est une physicalité qui va se retrouver à plusieurs autres endroits dans le jeu. Pareil pour la gestion des points de vie, où là aussi, il va y avoir un côté très physique, que les personnages joueurs ont un livre de vie, soit 8 pages blanches qui seront retournées une à une en cas de dégâts. Et une fois que toutes les pages sont retournées, le personnage est alors considéré comme étant hors jeu. Donc pour éviter ça, une page pourrait être roulée en boule pour en quelque sorte absorber des dégâts, ou alors elle pourrait être carrément déchirée, sachant que quand une page est froissée, donc qui a déjà été roulée en boule, et qui ensuite été dépliée lorsque le personnage s'est soigné ou a réparé ce qui a été endommagé, ne pourra pas être reroulée en boule. Quant aux pages qui sont déchirées, elles ne sont juste pas récupérables. Tout ça permet de rentrer bien dans l'aspect très livre de Babel, et j'aime beaucoup ce côté très physique, même si au final ça pourrait aussi bien être représenté par 8 cases qui sont barrées une fois ou deux pour représenter l'état roulé en boule ou non. Donc ça fait quand même un petit peu accessoire. Allez, tant qu'à faire, je vais me lancer dans un côté un peu plus négatif, parce que même si Babel a d'excellentes idées, il y a quand même quelques défauts. Le premier est pour moi la présentation. Babel est très verbeux, parfois trop je dirais. Les pages sont denses, il y a beaucoup d'infos et par certains moments on va lire un paragraphe entier qui aurait pu être tout simplement résumé en une phrase sans particulièrement perdre d'infos. Ça donne cette impression de compliquer la lecture pour pas grand chose. Donc globalement le livre est plutôt dense et pas toujours facile d'accès. Et ça m'amène à mon second point, et là on va parler d'un défaut que je trouve qui est peut-être un peu plus important, puisque là, alors faut se dire, j'ai lu le bouquin de bout en bout, plusieurs fois même, juste pour vraiment m'assurer de bien comprendre. Mais malgré cela, j'ai encore un peu de mal à voir comment jouer à ce jeu, ou plutôt j'ai du mal à voir comment visionner la partie. Donc, je comprends les concepts, je comprends les mécaniques, je comprends tous les exemples et tout ça, mais j'ai vraiment du mal à me projeter et voir comment je peux créer une partie, quel genre de partie ça va ressembler à une partie de Babel. Et même si le concept, trouver des focus, aller dans le monde du livre, le fait qu'il y ait tout un tas de mondes de disponibles, j'ai encore cet avis peut-être un peu flou. Et donc là, je vais partir un peu hors script pour ce moment parce que c'est assez dur à exprimer un peu comme avis. Parce que c'est surtout assez frustrant. Parce que quand même, arriver au bout du livre, ne pas réussir à comprendre, pas se projeter, je me demande, est-ce que j'ai raté quelque chose? Donc, encore une fois, il faut se dire aussi que je suis pas particulièrement littéraire. Donc, je lis beaucoup de jeux de rôle, évidemment, je suis un peu là pour ça. Mais sinon, dans le terme littéraire, je ne lis pas beaucoup de livres différents. Donc, ce côté littéraire ne m'attire pas tant que ça. Donc, peut-être que c'est ça qui joue. Mais quoi qu'il en soit, à certains moments, j'ai l'impression que ce jeu-là n'est pas forcément fait pour moi. Et à rajouter, comme je disais, avec le manque d'accessibilité, ça fait que Babel, ça reste un truc un peu opaque. Alors, faut quand même se dire que, comme je disais, il y a aussi d'excellents points, d'excellentes mécaniques. Si jamais vous êtes littéraire, ça peut être parfait pour vous. Et surtout qu'il y a des suppléments déjà qui vont arriver. Il y a notamment un supplément de scénario sur les fables qui est déjà disponible et que d'ailleurs je devrais recevoir bientôt. Donc j'espère en lisant ce bouquin-là que ça va me donner un peu plus d'idées. Donc voilà, donc pour conclure, Babel, c'est un jeu qui a très bonnes idées, qui a un concept qui est super intéressant, très original, mais qui est difficile d'accès. Et je pense qu'une fois que vous avez réussi à passer cette barrière d'accès, ça peut vous ouvrir des tonnes de possibilités, puisque, encore une fois, vous avez une bibliothèque entière, et là je parle pas de Babel, mais je parle bien de la bibliothèque, du concept de bibliothèque, qui peut s'ouvrir à vous, et ça peut être super cool. Donc, je vais vous laisser là un petit peu sur cette demi-teinte pour moi, en tout cas pour ce livre, et encore une fois, allez vous faire votre propre avis. Le Babel Initiative est disponible, encore une fois 10€, et voilà, testez ça pour vous. Donc voilà, je sais que c'est pas un avis qui se finit très, très tranché, mais je vais quand même vous laisser avec ça. Donc c'était Invite Unave pour entrer aux listes, et encore une fois, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas, si jamais vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur tous les boutons de YouTube. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo, et avec ça, bon jeu. Salut!